Salut Lionel, comment ça va? Salut JB, ça va super bien, merci. Et toi? Eh ben ça va bien, je suis bien content de te retrouver. Nouveau numéro de dialogue avec mon analogue. Absolument. Donc Lionel, ouais, j'aurais voulu cette semaine, si ça te convient, oui, qu'on aborde un thème qui tu vas peut-être trouver un peu borderline par rapport au vin en général, qui est le Porto. Parce que moi je suis parfois invité dans des apéritifs, des choses comme ça, je vois la bouteille de Porto, j'en prends rarement, parce que franchement, ils sont rarement bons. Est-ce qu'il y a des bons Porto? Et si oui, comment on les reconnaît, etc. Alors c'est vrai qu'en France, on a l'habitude de pas dépenser énormément d'argent dans les Portos parce que c'est effectivement vu comme un vin d'apéritif et on les connaît pas trop, etc. Donc c'est plus par tradition, on sait pas trop. Donc le moins d'argent on dépense, c'est mieux. Et puis je te rappelle aussi que la majorité des gens utilisent aussi le Porto en cuisine. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire ouais, des fois on achète du Porto pas cher parce qu'on va le faire en cuisine, c'est un peu ça. limite. Bah, comme tous ces vins qu'on appelle mutés ou cuits ou fortifiés. C'est quoi précisément ça? Cuit? Alors c'est des vins dont on a arrêté le processus de fermentation, on l'a arrêté à un moment et on a rajouté de l'eau de vie. Et donc ces vins cuits qu'on utilise en cuisine, il y a aussi dans tout le bassin méditerranéen, c'est assez connu, on va pouvoir trouver en Espagne le Xérès, on va trouver dans les îles portugaises de Madère le Madère, en Sicile le Marsala, et puis en France on en fait aussi. On fait du Banyuls par exemple, et du Maury en Roussillon. Le Macvin dans le Jura, c'est un vin cuit? C'est ça, c'est ce qu'on appelle une mistelle. Donc c'est légèrement différent. Ce sont par exemple le Pinot des Charentes, le Ratafia de Champagne et le Macvin dans le Jura. D'accord. Et donc le Porto, c'est produit sur Porto, j'imagine. La région de Porto, peut-être pas la ville en elle-même, parce qu'il n'y a pas trop de place. Porto, tel qu'on l'entend, c'est un vin qui est fait au Portugal et dans la région du Douro. Parce que à Porto même, c'est une région qui est océanique, côtière, trop fraîche, pluvieuse, et donc il faut remonter le Douro, c'est le nom du fleuve, et aller plus en fait à l'est, à la frontière avec l'Espagne. On a donc toute une zone qui est désertique, on a le fleuve qui est très large, et on a ces deux pentes schisteuses, donc vraiment caillouteuses, très dures, sur lesquelles il n'y a que des vignes. Avec les cépages qu'on a sur place, c'est Touriga Nacional, Tinta Barroca, Tinta Franca, etc. Ces cépages-là ont besoin d'une longue saison, de beaucoup de chaleur pour pouvoir arriver à maturité. On a une très grande luminosité là-bas. Il y a un ensoleillement massif toute la journée. Et en plus, il y a réflexion de la luminosité sur le fleuve, donc il y a double luminosité. Et un taux de sucre forcément très important. Bien, et tu verras que c'est très important avec le Porto, on va en parler dans une seconde, c'est la méthode de fabrication. On va ramasser certes tardivement quand le raisin est à maturité, mais alors on a une concentration de sucre et donc forcément un alcool potentiel élevé. Donc le Porto, c'est un vin qui est récent, qui est très vieux, qui existe comme il existe depuis longtemps ou pas? C'est l'un des plus vieux vins d'Europe et donc peut-être l'un des plus vieux vins du monde. Donc tu m'as dit que le Porto, c'était un vin qui avait environ 500 ans. La naissance vraiment du Porto, comme on le connaît, c'est à peu près, après l'occupation espagnole au Portugal, donc de 1580 à 1640. Il y a eu un consortium de producteurs de vins de Porto qui s'est mis en place et qui a commencé à mettre en place donc des règles. Ils ont défini les règles structurées et défini les règles donc de production du Porto. Et on a donc décidé que les Portos, en tout cas les vins rouges, seraient faits avec un certain nombre de cépages, dans une certaine région, avec une certaine méthode. D'accord, donc une AOC, enfin un peu l'équivalent d'une AOC actuelle. Complètement, la plus vieille du monde. Et donc aujourd'hui, les Portos modernes se divisent à peu près en deux catégories, les rubis et les tawny. Tawny veut dire tuilé. D'accord. Tuilé, c'est la couleur qu'a pris le vin, c'est un vin particulier, 19,5 d'alcool. Oui. On a un vieillissement oxydatif, c'est-à-dire qu'on a retiré le chapeau. L'oxygène vient transformer le vin, vient l'oxyder. Complètement. D'accord. Et donc, ça, c'est propre au tawny. Oui. Versus le rubis. La deuxième famille, c'est les vins de rubis. Ces vins de rubis, on les a mis de manière plus traditionnelle dans des barriques qui, elles, sont fermées. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a perdu sa couleur rubis qui était très rouge. Oui, presque framboise, alors que là, on est plus presque, on n'est pas orange, bien sûr, mais on tire vers le rouge, tire vers l'orange. C'est ça. Il faut toujours prendre le temps de regarder un vin pour prendre les informations. Ce qu'on peut voir aussi, c'est les jambes, les larmes ou jambes. Ou larmes, ouais, qui se forment. Déjà, il y en a un
nombre. Là, on identifie tout de suite qu'il y a beaucoup d'alcool. Hein, C'est bien ça. Hein, on en a un nombre très conséquent qui fait penser qu'il y a beaucoup d'alcool. Et aussi, elles mettent de plus en plus de temps à tomber. Ouais, on les voit là. Elles mettent de plus en plus de temps à tomber. Ça veut dire qu'il y a plus en plus de sucre sur les parois qui fait donc couler doucement. Elle commence, c'est vrai, à descendre assez rapidement. Et puis, pouf, elle perd comme si elle perdait de puissance, alors que normalement, elle devrait presque accélérer en descendant. La règle des larmes, quand on les regarde, c'est est-ce qu'il y en a beaucoup? J'ai beaucoup d'alcool. Est-ce qu'elles descendent doucement? J'ai du sucre résiduel dedans. Alors moi, je sens... Alors tu me coupes si je dis bêtises comme d'habitude, mais de l'agrume. Ah, c'est drôle. Tu sens le côté très frais encore du vin, alors que on devrait moins avoir ces arômes primaires et on a beaucoup plus, normalement, les arômes tertiaires, les arômes du vieillissement. Alors j'ai souvent tendance à aller chercher pas celui qui est évident, mais celui que je trouve derrière. C'est très bien. On a un arôme de peau d'orange, c'est ça? Oui, c'est ça, absolument. Et pour 15 €, on a un nez fabuleux. J'ai aussi de la cendre. Tu as un goût de fumée, et il y a effectivement un goût peut-être charbon. Hein. Un petit peu, ouais, c'est ça. C'est le goût très fort de fumée. C'est le fumé, en fait, c'est ça. Non, je parlais de cendre, c'était fumé. On le goûte? Allez. Qu'est-ce qui te marque quand tu goûtes ce vin? Alors, l'alcool. Oui, beaucoup. Dans la gorge. Très riche. Ouais, très riche, mais qui n'est pas un alcool agressif. Non, complètement intégré. Rond. J'ai l'impression qu'il y a un peu des tanins, quand même, qui sont présents. Ça c'est dans les joues, c'est bien ça. Attention, parce que l'assèchement, normalement, est plus marqué dans les vins secs. Et comme on est sur un vin doux, bizarrement, c'est moins agressif. Voilà, mais c'est ça, c'est pour ça. C'est la rondeur quand même globale qui est présente, mais qui n'est pas une rondeur qui du coup dessert le vin. Je trouve qu'elle l'accompagne. Elle l'accompagne de façon intéressante. Tout est extrêmement bien intégré, ce qui fait penser que, waouh, je suis pas sur ce Porto d'entrée de gamme que tu as connu la dernière fois que tu es allé voir chez Michel. Mais là, avec ton œnologue, on trouve un Tony qui, tu permets de sortir ça à l'apéro. C'est un voyage, c'est magnifique. Absolument. Non mais oui. Alors moi, il y a une chose aussi qui m'a quand même étonné par rapport justement au Porto un peu, c'est le niveau d'acidité. Ouais, c'est fou, hein. C'est-à-dire que là, on est presque sur un vin rafraîchissant, alors qu'on est sur un vin qui est quand même assez alcoolisé. On est à 19 degrés, je crois que tu m'as dit. 19,5 d'alcool. On a un taux de sucre important. On a énormément d'arômes. On a beaucoup de tanins. Et le vin t'a paru, acide? Bah oui. Et quand même assez acide. Ce qui est fou avec l'acidité, c'est que généralement, on la sent plus le vin est frais. Gardez la température, ici, dans la pièce, à 20 degrés, depuis des temps immémoriaux, puisque de toute façon, le vin ne bouge pas. D'après toi, je l'ai ouvert il y a combien de temps, cette bouteille? Il y a moins d'une semaine, je dirais. Il y a 6 mois. D'accord. Il y a 6 mois... Et il n'a pas bougé. Il est... tu ne l'avais jamais goûté avant. Je ne l'ai pas goûté avant, mais pour moi, il est impeccable. Exceptionnel. Voilà. C'est la vérité. Vous pouvez vous acheter un Tony, le faire, mais le boire comme ça 2 fois par an, il ne bougera pas. Il y a aussi quand même, je trouve, un peu de chocolat, d'amande peut-être. Il y a les deux. Il y a à la fois les notes d'oxydation, le vin étant fait de matière oxydative, amandes, noix, noisettes, c'est très marqué. Ouais. Il y a à la fois des notes torréfiées. Ouais, chocolat, café presque. Ouais. On goûte le deuxième? Avec plaisir. Allez. Alors là, on est toujours dans un Tony. Oui, c'est marqué dessus d'ailleurs. Mais la maison a changé, donc Quinta maintenant est passé Quinta do Noval. Ouais. D'accord. Donc tu vois, depuis 1715. Ça fait un moment qu'on fait du Porto. Et celui-ci est un 10 ans d'âge, 10 years old. D'accord. Donc, comme tu me l'as expliqué, ça veut dire que la moyenne des vins qui le composent font 10 ans. C'est ça. Par exemple, si j'ai 2 vins, j'en ai un de 15 ans, un de 5 ans. La moyenne fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Il faut qu'il ait au minimum une moyenne de 10 ans d'âge. Il peut en avoir un petit peu plus, pas en dessous. Il peut être effectivement à 12, mais il rentre donc dans la catégorie des 10. On y va? Alors, au niveau couleur, on est encore plus, je trouve, dans le brick. Bien. Donc, comme on sait qu'on est plus vieux, le Tony, la législation, c'était un minimum de 3 ans d'âge. Ouais. D'accord? Donc, là, on est à un minimum de 10 ans en moyenne.
Donc, Ouais, donc on a gagné il a eu le temps d'être encore plus tuilé. plus tuilé par l'oxydation. Ouais. Arrête-moi si je me trompe. Hein. Donc évidemment toujours les jambes, hein, et puis ensuite un nez. Ah, tu vas retrouver les arômes que tu aimes bien. Il est beaucoup plus subtil, plus fin. On va le voir en bouche. Ce qui est fou, c'est qu'avec un vin plus vieux, on a toujours l'habitude qu'il soit plus fade, plus léger. Là, je retrouve du pruneau. Ah oui, de la figue. De la figue. Et là, il est encore plus puissant. Oui, là, ça fait que le premier était hyper discret. Ouais, donc là, ouais, je suis vraiment impressionné par la différence d'un Porto à l'autre. Et surtout d'un Porto bas de gamme qu'on voit trop souvent, qu'on boit trop souvent, finalement, par rapport à des Portos vraiment de qualité, qui apportent des vraies saveurs, des choses très intéressantes, au même titre que tous les vins de qualité qu'on peut boire. C'est ça. Et c'est des Portos quand même qui sont à des prix qui restent raisonnables quand même. Je trouve pas ça extravagant. C'est ça, entre 10 et 20 max. Voilà. Ce qu'on vient de faire là aussi, c'est peut-être de casser, je pense, une idée reçue le Porto. C'est pour les papis, les mamies. C'est ce que j'allais te dire. Pas du tout. Ouais, ouais. Franchement, reprenez la route des Portos. Là, on a goûté 2 Tony qui sont fabuleux. Il y avait les Tony et les rubis, si je me rappelle bien. Et je suis impatient qu'on goûte les rubis. Je me fais une joie. Eh ben écoute Lionel, ça a été encore une fois un plaisir. J'ai appris plein de choses. J'ai découvert, j'ai remis complètement en cause ma petite connaissance du Porto, bien trop petite, et là elle commence à s'améliorer. Et vraiment, ça a été un plaisir. Merci Lionel. À la tienne. Santé.